Loin de la grande ville, les astres règnent sur la noirceur de la nuit. Depuis ces endroits éloignés, au cœur des Pyrénées, la nuit est encore sombre. Là-bas, la voûte céleste découpe les silhouettes de ces géants qui s'élèvent vers le ciel. Au creux des vallées, les montagnes nous protègent de la contamination lumineuse des villes distantes. Ici, l'expérience de la nuit est totale. L'obscurité, les sons, la brise, la fraîcheur, les arômes, tous nos sens sont mis en valeur par la nuit. Au sommet des montagnes, la voûte céleste peut s'apprécier à partir du bord même de l'horizon. Là où le ciel rejoint la terre, la pollution lumineuse envahit le paysage nocturne et menace l'obscurité naturelle des Pyrénées. Eos, la déesse de l'aurore, se prépare une fois de plus pour éteindre les ombres des montagnes et les lumières de la ville. C'est la fin de la nuit. L'atmosphère de la Terre est composée d'un mélange de gaz et de particules en suspension soumises à de constantes variations. Ces changements génèrent les mouvements des masses d'air auxquels s'ajoute la rotation de la planète et les complications des accidents du terrain ainsi que l'activité humaine. Certains jours, le trafic aérien conditionne l'aspect du ciel. Les traînées de condensation laissées par les avions peuvent faire qu'une journée qui commençait ensoleillée finisse par être nuageuse. De plus, la lumière visible se compose de différentes couleurs et chacune d'elles se comporte de façon légèrement distincte dans ce milieu. Nous connaissons bien les processus physiques qui décrivent le comportement de la lumière dans l'atmosphère, mais elle est tellement complexe et son état dépend de tellement de facteurs que dans la pratique, il est très difficile de décrire en détail la propagation de la lumière en son sein. Il se passe la même chose avec les prévisions météorologiques. Elles s'améliorent constamment, mais elles continuent sans pouvoir donner avec exactitude le temps qu'il va faire à chaque instant et en chaque point de la Terre. L'objectif des études scientifiques est de prédire le comportement de la lumière artificielle dans l'atmosphère et de calculer comment est affectée l'obscurité naturelle par l'éclairage artificiel situé parfois à des centaines de kilomètres. Au sommet des Pyrénées, nous pouvons percevoir sur l'horizon les lumières des villes distantes. Mais aussi depuis l'espace, à 400 km au-dessus de nos têtes, les photographies nous montrent un paysage truffé de lumière artificielle. La contamination lumineuse est-elle une conséquence nécessaire du progrès de la société? Quels en sont les effets pour la planète et pour ses habitants?
Existe-t-il une façon plus intelligente d'éclairer nos rues? L'éclairage public est l'un des services les plus appréciés et demandés par la population. La lumière dans nos espaces publics nous offre une sensation de sécurité et de confort auquel nous ne sommes pas prêts à renoncer. La question est comment rendre compatible la lumière dont nous avons besoin avec l'obscurité qui est tout aussi nécessaire. Les systèmes d'éclairage devraient être pensés pour illuminer là où il faut, sans dépasser le niveau qui nous permet de bien voir et en atténuant son intensité quand elle n'est plus requise. Ces considérations sont raisonnables et autant la législation que le secteur de l'éclairage avancent dans cette direction. Mais il reste un long chemin à parcourir. Les dispositifs d'état solide, dont les LED, qui s'installent dans l'éclairage, permettent de l'allumer et de l'éteindre instantanément. La lumière émise peut être contrôlée très précisément. Tirer profit de ces caractéristiques en les généralisant supposerait une énorme épargne en termes de consommation, sans pour autant affecter la qualité du service. Ces nouveaux dispositifs ont aussi permis l'actualisation d'un débat qui, jusqu'à il y a peu, ne s'était pas établi avec suffisamment d'ampleur, le choix de la couleur de la lumière. Laquelle est la plus indiquée pour éclairer la nuit ? Nous avons vu que la manière dont la lumière interagit avec l'air dépend de sa couleur, c'est-à-dire de sa longueur d'onde. La lumière bleue se disperse plus efficacement que la rouge. Voilà pourquoi le ciel est bleu pendant la journée. Cela signifie que la lumière plus bleue produit des halos visibles à une grande distance. Donc, dans les mêmes conditions, les réverbères qui émettent plus de lumière bleue provoqueront plus de contamination lumineuse. Mais quel éclairage produit-il plus de lumière bleue? Celui que nous voyons comme blanc, parce que la lumière blanche contient toutes les couleurs, y compris le bleu. Certains prennent la défense de la lumière blanche contre les lumières plus oranges, parce qu'elles reproduisent mieux les couleurs. Mais quelles couleurs ont les choses? Faisons une expérience. Observez la couleur d'un objet que vous avez à portée de main. De quelle couleur le voyez-vous maintenant? Et maintenant? Et maintenant? On comprend donc qu'en réalité, les choses n'ont pas de couleur, parce que cette caractéristique a besoin de la présence de lumière pour exister. La couleur que nous percevons des objets dépend de la lumière qui les illumine. Pendant la journée, la lumière de référence nous est donnée par le soleil. Mais si nous prêtons attention aux détails, la lumière diurne n'est pas la même à midi qu'en fin de journée, en été ou en hiver, sur la côte ou en montagne. Nous pouvons donc nous faire une idée de ce que nous entendons par lumière du jour. Naturellement, nous avons tendance à penser que la vraie couleur des choses est celle que nous percevons quand elles sont éclairées pendant la journée, c'est-à-dire par le soleil. Mais quelle est notre référence pour la lumière nocturne? La seule lumière naturelle qui existe la nuit est issue des astres, trop faible pour que notre vue perçoive clairement les couleurs. Sans référence naturelle, nous devons inventer une lumière pour la nuit, un nouveau modèle pour lequel nous devrions nous mettre d'accord. Serions-nous au bon moment pour choisir cette couleur qui interfère moins avec le sommeil et qui produit moins de contamination lumineuse? Certains considèrent que nos villes seront meilleures avec encore et encore plus de lumière. De manière consciente ou non, ils choisissent le modèle lumière du jour pour la nuit.
qu'ils veulent aussi bien voir les couleurs, c'est-à-dire voir les choses sous le même aspect que quand le soleil est dans le ciel. De nouveau, le choix se porte sur le modèle lumière du jour. Mais sur Terre, le cycle du jour et de la nuit est le plus important. Il nous touche tellement de près que notre organisme et celui de presque toutes les espèces se sont adaptés à lui. Et pour être en bonne santé, nous avons besoin des deux cycles, la lumière du jour et l'obscurité de la nuit. Les scientifiques qui étudient les conséquences de la contamination lumineuse sur l'environnement et sur la santé sont catégoriques. La nuit, il faut utiliser le minimum de lumière nécessaire, et toujours avec des tons chauds, c'est-à-dire orange et ambre. Malheureusement, ces lignes directrices ne sont pas suivies sur la planète. Certains maires se sentent même fiers du fait que leurs villes puissent être vues depuis l'espace, du fait qu'elles sont les plus brillantes. À l'heure actuelle, la pollution lumineuse croît en moyenne de 2% par an. L'éclairage de nos rues, qui, pendant une grande partie de la nuit, n'est pas utilisé, affecte l'obscurité naturelle, parfois à des centaines de kilomètres à la ronde. Imaginons le futur, quand la technologie aura avancé tellement qu'elle nous aura permis de dominer la planète. Nous imaginons des mégalopoles avec d'énormes édifices, des véhicules de transport volants, des annonces publicitaires de réalité virtuelle augmentée, des androïdes. Imaginons là aussi vue depuis l'espace. La Terre apparaît construite presque dans sa totalité et colonisée par la lumière. C'est un peu comme si nous associons le progrès à l'élimination de la nuit. Cela montre-t-il vraiment une vision réaliste d'une civilisation avancée ? Aujourd'hui, les villes propres, sans usines qui fonctionnent au charbon, avec moins de pollution de l'air, nous paraissent une vision moderne. De même, dans quelques années, la vision nocturne actuelle de nos villes nous paraîtra archaïque et caractéristique d'une société peu développée. L'urbanisme moderne propose d'avancer vers des villes intelligentes, orientées vers les personnes, mieux connectées, plus aimables et plus propres. Des villes plus intégrées dans l'environnement naturel.
Les principes sur lesquels se base le développement durable nous disent qu'il ne faut pas consommer plus de ressources que celles qui se génèrent de manière naturelle. Quand ce principe n'est pas respecté pendant de longues périodes ou bien à l'échelle planétaire, de grandes crises écologiques se produisent. Dans le passé, au moins à 5 reprises, la biodiversité a souffert une perte catastrophique. Quoique nous ayons tendance à associer les grandes extinctions à des phénomènes plus ou moins imprévisibles, comme l'impact d'astéroïdes, l'éruption en chaîne de volcans ou même l'explosion d'étoiles proches, les registres nous donnent de plus en plus de pistes selon lesquelles l'activité biologique joue un rôle déterminant lors de ces événements. La principale extinction globale de l'histoire de la vie s'est produite à l'époque du Permien, il y a 250 millions d'années. Nous savons que c'est à cette époque-là que sont apparus des micro-organismes qui ont altéré le cycle du carbone. De grandes quantités de gaz méthane ont été lancées dans l'atmosphère, provoquant un puissant effet de serre. En outre, l'inhabituelle activité volcanique de cette période a alimenté la catastrophe. Les nouveaux microbes ont colonisé la planète en provoquant une augmentation significative des températures et une drastique diminution de l'oxygène dans les océans. On estime que 96% des espèces marines et 70% des terrestres disparurent. Après cette catastrophe, de nouvelles espèces apparurent, descendantes de celles qui avaient survécu, et le processus continua son chemin évolutif. Le début de la période géologique actuelle, que nous-mêmes avons appelée l'Anthropocène, est caractérisé par une grande biodiversité. Par contre, l'apparition de l'Homo sapiens et son expansion globale est en train de provoquer un stress énorme sur une multitude de niches écologiques. De nombreux écosystèmes disparaissent et avec eux, des milliers d'espèces. Cette perte de biodiversité pourrait provoquer une 6e grande extinction si nous n'agissons pas de manière ferme. Nous connaissons les causes du réchauffement climatique, nous connaissons ses conséquences et savons aussi comment arrêter ce cycle. Nous sommes la première espèce à être consciente du changement climatique actuel et à disposer des outils technologiques pour l'éviter sans pour autant compromettre son bien-être. Par contre, nous n'avons pas encore atteint le niveau d'une société suffisamment avancée pour qu'elle puisse exister en marge de l'environnement naturel. Nous dépendons des ressources de cette planète et de ses écosystèmes. Nous avons besoin de l'oxygène, de la pluie, des plantes. Nous dépendons aussi des bactéries et des champignons en tout genre, et nous souffrons des pandémies de virus et de coronavirus. L'espèce humaine et les individus qui la composent sont vulnérables au changement climatique. L'activité humaine est en train de changer le climat de la Terre. Cela fait longtemps qu'il s'agit d'un fait réel et non plus d'une simple opinion. Actuellement, pas seulement les écologistes et les scientifiques, mais aussi les jeunes de la planète exigent une action immédiate. Il faut stopper l'utilisation des combustibles fossiles et adopter des styles de vie plus harmonieux. C'est notre avenir qui est en jeu.
La contamination lumineuse n'est sans doute pas le principal problème de l'environnement, mais notre disposition à la combattre montre clairement notre engagement environnemental. L'obscurité de nos nuits est une partie essentielle du cycle naturel et nous en avons besoin, nous autres les humains et la majorité des êtres vivants avec lesquels nous partageons cette planète. Pour récupérer la nuit, nous ne pouvons pas continuer à inonder de lumière nos villes. Ce modèle d'éclairage n'est tout simplement pas viable. Nous sommes des organismes intelligents, conscients de notre propre existence, avec de l'imagination, des sentiments, des convictions, des rêves. Nous avons construit des sociétés avancées, basées sur des valeurs élevées, dont la solidarité ou la justice sociale, que nous avons concrétisées dans des systèmes éducatifs et sanitaires universels. Nous avons été capables de créer de merveilleuses œuvres d'art, uniques dans tout l'univers, d'inventer la poésie, la danse, la musique, l'art. Nous avons mis sur pied des constructions collectives aussi incroyables que la science et la philosophie, et nous les avons appliquées afin de construire une société meilleure. Certainement, nous pouvons affronter le défi du changement climatique. Comment n'allons-nous pas être capables de le faire si nous sommes allés sur la Lune et sur le point de voyager vers Mars ? La voilà, regardez-la, tellement fragile, délicate et belle. Nous parlons de cela, de ceux qui sont et de ceux qui viendront, de nous tous, passagers de jour et de nuit, à bord de notre seule maison commune, la planète Terre.